matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Michel Onfray pour son livre La foudre gouverne le monde chez Albin Michel. Bonjour Michel Onfray. Alors on va récupérer votre son dans quelques instants. Je précise, Michel Onfray se livre avec une très très belle introduction. Oui, ça y est, on vous entend. Est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonjour Clémence. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Oui, je le disais, donc une préface où vous expliquez ce que vous êtes toujours depuis que vous avez commencé à prendre la plume, et puis ce monde qui change, et notamment cette gauche qui change. Vous vous appuyez beaucoup sur la gauche puisque c'est votre, on va dire, votre maison de pensée. Cette gauche qui change, et on peut continuer le livre jusqu'à aujourd'hui, le nouveau Front populaire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez repris ce carnet, en fait, ce journal que vous avez commencé en 91, journal hédoniste, et finalement il s'arrête. J'imagine que l'écriture, là, vous l'avez arrêté, en tout cas pour la publication, avant la création du nouveau Front populaire. Ah oui, oui, bien sûr. D'abord, ce sont des journaux un peu en retard, c'est-à-dire que j'ai 3 journaux hédonistes qui sont en attente, et donc là, on est en train de publier le premier des 3 volumes en attente, donc Oui. évidemment, c'est très en amont de ce qui vient d'advenir là. Mais sauf que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce livre est totalement dans ce qui se passe, en fait, analyse totalement ce qui se passe aujourd'hui. Vous parlez de la gauche qui évolue, de la trahison de la gauche. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, justement, pour mieux comprendre. Vous parlez de la génération Mitterrand 3.0. Je voudrais qu'on comprenne ce qui nous arrive finalement aujourd'hui à travers votre livre et vos mémoires. Est-ce que vous avez vécu, vous, dans cette évolution du monde qui a tant changé, et finalement, vous parlez de trahison de la gauche plusieurs fois à ses propres valeurs. Vous dites que ça commence même pas en mai 68, où finalement, qu'on soit de gauche ou de droite, finalement, ce sont les libéraux qui ont gagné. Même pas le grand renoncement de François Mitterrand en 83. Ça commence même avec Robespierre et la mise à l'échafaud de la gauche girondine. Est-ce que vous pouvez revenir un peu à tout ça ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une révolution française aujourd'hui qui est écrite par les marxistes-léninistes, les communistes, enfin les gens qu'on appelait jadis les Soboul, les Albert Soboul, on ne va pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, ce sont les gens qui ont écrit une histoire de la Révolution française à partir de Robespierre. Donc évidemment, il y a au moins 2 gauches. Disons qu'il y a la gauche robespierriste, jacobine, centralisatrice, et puis il y a une gauche girondine qui, elle, supposait que les provinces puissent exister indépendamment pas forcément indépendamment de Paris, mais enfin, pas sous la férule de Paris. Et ma gauche n'est évidemment pas du tout jacobine, pas du tout marxiste, pas du tout communiste. Moi, je n'ai pas à me faire payer d'avoir été un jour trotskiste, maoïste ou communiste. Je n'ai jamais été tout ça. Mais je pense qu'il y a une tradition girondine, c'est-à-dire provinciale, qu'on retrouve chez Proudhon au siècle suivant, et qui n'est pas contre la propriété, qui est pour la liberté, qui n'est pas égalitariste, mais qui est pour l'égalité. Et cette gauche-là, elle n'existe pas. C'est-à-dire, elle n'existe pas évidemment chez Hollande ou chez Glucksmann ou chez tous ces gens-là qui auraient pu reprendre le logiciel de la gauche girondine. Mais ce sont des jacobins eux aussi, et qui sont des sociodémocrates. Alors cette gauche-là n'est évidemment pas la mienne. Oui. Et de quelle trahison, à quelle trahison pensez-vous quand vous dites que cette gauche-là, donc cette gauche jacobine, a trahi le peuple ? C'est-à-dire qu'elle fait des grandes révérences au peuple quand il s'agit d'une idole majuscule, quand il s'agit d'un concept, mais quand il s'agit de la réalité du peuple, alors là, elle n'en veut plus, elle n'en veut pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand en 2005, le peuple dit qu'il ne veut pas du traité de réforme constitutionnelle européenne, Oui. eh bien, ces gens-là disent vous l'aurez tout de même. Et en 2008, ils font un traité de Lisbonne qui permet, avec la démocratie représentative, de dire demandons aux députés et aux sénateurs de voter contre le peuple. Et là, pour le coup, évidemment, c'est une espèce de coup d'État contre le peuple. Je veux dire qu'il se passe quelque chose d'actuel aussi, parce que sur ce sujet-là, parce que par exemple, tous ces gens qui nous disent qu'ils sont des démocrates, qu'ils sont des républicains, que le Rassemblement national n'est ni démocrate ni républicain, disent s'il arrive légalement au pouvoir par les urnes, nous refuserons le pouvoir des urnes. Il y a un moment donné où si on est démocrate et qu'on pense que la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, eh bien on accepte ce que dit le peuple. On ne dit pas vous avez mal voté, d'une part en 2005, et donc on va refaire le vote à votre place, ou là aujourd'hui de dire si vous votez mal pour Jordan Bardella, eh bien on va descendre dans la rue, on va être insurrectionnel et on va refuser tout ce que la loi
proposera par la suite. Je rappelle que c'est le peuple qui fait la loi et que ce ne sont pas des minorités qui devraient estimer qu'elles sont dépositaires du peuple et que quand une petite poignée de gens prétendument de gauche nous disent c'est nous le peuple, eh bien non, ça s'appelle être putschiste, mais sûrement pas démocrate. Mmh. Alors, vous avez créé, je l'ai rappelé en présentation, cette revue Front populaire, qui porte un nom très particulier, qui est aujourd'hui réutilisé. Ça m'intéressait particulièrement de vous recevoir à ce sujet et de savoir comment vous réagissez finalement à l'utilisation de ce nom. D'abord, pourquoi vous l'aviez choisi pour votre revue? Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous, ce Front populaire de 1936? Et puis, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette nouvelle étiquette de cette alliance de toutes les gauches, on va dire, actuelle? Alors, au départ, avec Stéphane Simon, puisqu'on a créé cette revue tous les deux, je souhaitais qu'elle s'appelle Le Plébéien. Et Stéphane Simon n'a pas souhaité ce mot, n'a pas voulu celui-ci, donc j'ai dû lui proposer 2 ou 3 autres formules. Et Front Populaire lui convenait, donc on s'est arrêté sur Front Populaire. Je voulais jouer sur le double sens de l'expression. C'est d'abord évidemment une expression historique. C'est le Front Populaire qui rend possible un certain nombre de réformes essentielles, le fameux congé payé par exemple, Mmh. ou la semaine de 40 heures. Et c'est pas vraiment Blum qui décide, c'est la rue qui décide. C'est-à-dire que c'est une gauche qui n'a tué personne, c'est une gauche qui n'a pas fait couler le sang. C'est une gauche qui est descendue dans la rue, qui a arrêté les ateliers et qui a dit nous souhaitons ceci, nous souhaitons cela. Donc je trouve que c'est le meilleur de la gauche. Je n'aime pas la Révolution française qui a beaucoup décapité et je n'aime pas beaucoup cette gauche qui a eu besoin des goulags et des barbelés dans l'histoire de France. Ça, c'est donc la première raison. Et puis la deuxième, c'est que je pensais que les souverainistes que nous étions et que nous sommes toujours avaient besoin de constituer, et là pour le coup au sens étymologique, un front qui soit populaire. C'est-à-dire un ensemble qui permette d'être de droite, de gauche, d'ailleurs, de nulle part. Le problème, c'est plus de savoir pour qui on votait, mais juste de dire recouvrons notre souveraineté pour pouvoir faire à nouveau de la politique. Et Oui. donc Front populaire, ça jouait sur ces deux sens-là. Je rappelle que le moment historique qui s'appelle Front populaire n'appartient à personne, n'a pas le droit de dire c'est moi qui en suis le propriétaire, sauf que Front populaire était une marque qui avait été déposée par le Parti communiste français et qui, 4 ou 5 semaines avant que nous puissions décider de nous en servir, allait tomber dans le comment dit-on, en déshérence. En fait, il y a un moment donné où ça n'appartenait plus au Parti communiste français parce que le PC n'a pas dit on repaye pour reprendre la marque, etc. C'est dire combien le PCF se moquait vraiment du Front populaire en tant que tel et du Front populaire en tant que marque. Et donc, évidemment, comme ils n'ont pas renouvelé l'abonnement, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais enfin l'abonnement qui rendait possible l'usage de la marque, eh bien la marque est en déshérence, on a pu la prendre pour appeler Front populaire notre revue. Évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec le Front populaire qui se trouve aujourd'hui constitué à partir d'une épine dorsale qui est, elle, franchement, l'antisionisme, donc l'antisémitisme. On voit que Mélenchon, par exemple, s'en vient de parler de racisme antisémite, et se vient nous expliquer que quand il y a une jeune fille de 12 ans qui se fait violer, c'est parce que les garçons ont été mal éduqués et qu'on Oui. leur a imposé les stéréotypes de genre du petit garçon qui, évidemment, doit être un violeur. Donc, évidemment, pensez bien que entre Léon Blum, ce Mélenchon-là qui fait la loi et la totalité du nouveau Front populaire, il y a quand même un hiatus. Oui, sauf que c'est, quand même ce qui est utilisé aujourd'hui et vous parliez, de l'histoire du Front populaire, visiblement, et de cette marque qui avait été récupérée par le Parti communiste. Elle a été aussi terriblement récupérée par la France insoumise. Je vais vous faire écouter Mathilde Panot qui était face à Benjamin Duhamel sur BFM et qui, justement se compare, à Léon Blum. On écoute ça. Si si on l'a. 4 000 € aujourd'hui. Et c'est à partir de 4 000 € qu'on en paye plus. Exactement. 4 000 € brut, net. Non. Je crois que Alors bon, c'est pas grave, on va le récupérer, mais vous voyez le passage où on entend justement qu'elle dit qu'elle a plus d'expérience parlementaire que Léon Blum, Mathilde Panot, face à Benjamin Duhamel. On voit bien qu'il y a une récupération terrible de l'histoire par des personnes qui en plus ne connaissent pas forcément terriblement l'histoire, mais bon, ça c'est même pas le problème. Cette récupération d'une étiquette pour servir des nouveaux intérêts, comme vous l'avez dit, qui ont été complètement dévoyés par rapport au Front populaire de l'époque.
Oui, d'autant que dans ce son avec Benjamin Duhamel, elle s'écrase platement parce que Benjamin Duhamel lui fait la démonstration qu'elle dit une sottise en expliquant qu'ils sont mieux, ils sont plus capés, eux, que ne l'était Léon Blum quand il est arrivé au pouvoir, ce qui est évidemment une monstruosité historique. Mais enfin, en même temps, ils sont très incompétents, pas seulement en termes d'histoire, mais en termes d'histoire de leur gauche. C'est Mmh. ça qui est assez. Oui. Yann Brossa, qui est le directeur, qui a été le directeur de campagne de Fabien Roussel. C'est pour ça qu'il faut faire attention à Fabien Roussel qui cache d'autres intérêts. Mais enfin, Yann Brossa ne supporte pas d'entendre parler du pacte germano-soviétique. Le communiste qu'il est nous dit que ça n'existe pas. Oui. Alors il y a deux hypothèses. Ou il est innocent, ignare et inculte, bon, c'est pas impossible, ou alors c'est un menteur. Et il veut absolument cacher que le Parti communiste français, son parti, qui n'a pas changé de nom, a collaboré pendant 2 ans, le temps du pacte germano-soviétique, qui a été rompu par Adolf Hitler et pas du tout par les communistes. Donc effectivement, il y a une méconnaissance de l'histoire de la part de ces gens-là qui leur permet de dire tout et n'importe quoi. Moi, je sais que, mais je le sais vraiment de gens qui étaient auprès de Mélenchon, mais que quand nous avons créé Front Populaire, Mélenchon a piqué une crise incroyable parce qu'il voulait absolument se servir de ce terme-là pour sa prochaine campagne, qui Oui. était 2002, je crois, à l'époque. Et nous avons mis sous notre Front Populaire une phrase de la Boétie qui dit « Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre ». Et comme par hasard, Mélenchon a créé un institut qui s'appelle l'Institut La La Boétie. Boétie. Il aurait pu faire un institut Robespierre, un institut Lénine, un institut Marat, enfin un institut Julian Chavez, un institut Fidel Castro. Enfin, il a choisi la Boétie parce que franchement, c'était la réponse du berger à la bergère, mais c'est vraiment un truc de cours de récréation. Je pense simplement qu'ils utilisent une belle image. L'image du Front Populaire, ce sont quand même les congés payés, la semaine de 40 heures, les ouvriers qui s'en vont au bord de la plage à la bicyclette, à des fins personnelles. Mais ils utilisent l'image du mouton pour cacher la vérité de ce qu'ils sont, à savoir des loups. Oui, alors je voudrais justement qu'on parle de la vérité de ce qu'ils sont, et ça, vous en parlez dans votre livre aussi, finalement, toute cette grande trahison. À quel moment, finalement, la gauche a commencé à se dévoyer? Moi, je dirais en 1992, enfin, ou 1983, Mitterrand arrive au pouvoir avec des idées de gauche en 80, en mai 80, et puis il ne sait pas gouverner. C'est une espèce de dilettante, un dandy, un mondain, un littéraire, en politique, et puis quelqu'un qui a une vie sexuelle et amoureuse importante. Ça prend beaucoup de temps dans la vie de Mitterrand. La politique, c'est quand même, quand on est chef d'État, ça prend du temps. Et il s'aperçoit qu'il vide les caisses. L'argent n'entre pas, l'argent s'en va d'ailleurs en Suisse ou ailleurs, évidemment, car il y a des ministres communistes au gouvernement. Il y a un tas de gens qui estiment que c'est peut-être pas utile de conserver des capitaux en France. Et la France est quasiment en faillite quand, en mars 1983, Mitterrand nous dit bon, on fait une pause, comme Léon Blum d'ailleurs. On ouvre une parenthèse qui d'ailleurs n'a jamais été fermée. Et on va avoir un nouveau programme politique. Et ce nouveau programme politique, c'est celui de Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que Mitterrand a battu Giscard d'Estaing, mais en même temps, il lui reprend son projet. Mais comme Mitterrand se prétend de gauche, eh bien, le giscardisme devient finalement l'idéologie de la gauche. Donc c'est le libéralisme, c'est l'euro, c'est l'Europe, c'est le marché. Souvenez-vous, l'époque de Vive la crise, où Libération nous fait l'éloge de l'entrepreneuriat. Ils nous disent qu'il y a un jeune garçon extrêmement brillant qui est en train de fabriquer des choses indépendamment des subventions d'État et qui s'appelle Philippe de Villiers. C'est-à-dire qu'à l'époque, ces gens-là font l'éloge du Puy du Fou en nous disant prenez modèle sur ces gens-là. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la gauche n'est plus de gauche et il y a des gens pour croire que cette gauche reste de gauche alors qu'il suffit juste de regarder le contenu, le programme reste libéral et giscardien. Et puis après, il n'y a eu que ça, c'est-à-dire que Mitterrand faisant savoir que la France ne pouvait plus que passer entre les gouttes et qu'il fallait fabriquer une Europe qui elle-même était totalement libérale et vendue au marché. Mmh. Vous parlez même de nihilisme, finalement, vous dites: «Moi, je suis resté fidèle à ces idées qui furent de gauche, mais il me faut devenir infidèle à ce faux progressisme qui n'est, plus que véritable nihilisme». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce nihilisme, que nous vivons aujourd'hui? Et puis, finalement, cette infidélité que vous êtes forcé à faire, à la gauche et d'ailleurs qui vous le fait payer? Oui, ça peut faire payer, c'est pas très grave, mais je pense qu'il y a un signe tout à fait particulier. Mitterrand a gagné le 10 mai 1980 et le 10 mai, 30 ans plus tard, Terra Nova fait paraître un fichier, enfin une fiche du Oui. moins, et sur cette fiche, ils font savoir que le peuple est parti chez Le Pen et qu'il faut laisser le peuple chez Le Pen et qu'il faut fabriquer un nouveau peuple et que la gauche, elle va se faire avec le wokisme désormais ou avec l'islamo-gauchisme.
C'est-à-dire non plus les femmes féministes, mais une espèce de néo-féminisme, de détestation des hommes, ou de célébration de LGBT+, etc. On nous disait qu'il fallait maintenant racialiser la société, qu'il fallait parler désormais en termes de couleur, en termes de religion, il fallait être musulman mais pas chrétien, il fallait être LGBT plutôt que hétérosexuel, il fallait être néo-féministe radical plutôt que féministe à la Simone de Beauvoir, etc., etc. Et on nous a dit, ben maintenant, c'est le néo-peuple. Laissez courir le peuple chez Marine Le Pen. Ben voilà, le peuple, il est parti chez Marine Le Pen assez massivement désormais. Oui. Et la gauche aujourd'hui se trouve contrainte de défendre des idées qu'on n'aurait jamais pu imaginer chez elle. L'idée que, par exemple, on puisse louer les utérus des femmes, l'idée qu'on puisse vendre et acheter des enfants, l'idée qu'on puisse justifier les relations sexuelles avec des animaux. Je rappelle que les antispécistes défendent cette thèse-là, que Libération puisse faire l'éloge justement de cette zoophilie, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on se dit il y a du nihilisme dans cette aventure. Si on pense qu'aujourd'hui, les animaux, je renvoie à Émeric Caron par exemple, que les animaux sont supérieurs dans son idéal aux juifs. C'est-à-dire, il ne faut pas faire de mal à un taureau dans une corrida, mais en revanche, on peut massacrer des juifs si c'est le Hamas qui est à l'origine du massacre. Ça s'appelle du nihilisme, effectivement, quand on s'en vient de nous expliquer que les animaux sont supérieurs à certains humains. Ils ne sont pas du même monde que nous, a dit à un moment donné Émeric Caron en parlant des juifs. Oui. Alors, qu'est-ce que vous appelez Mitterrand, la génération Mitterrand 3.0? Ben, tous ces gens qui sont partis du touche pas à mon pote, enfin qu'on voit aujourd'hui dans les rues en nous expliquant que Marine Le Pen, c'est l'extrême droite, que c'est le fascisme, que c'est Vichy, que c'est Pétain, que c'est Oradour-sur-Glane, enfin, tous ces gens qui, pour exister, ne sont pas capables d'avoir un programme, mais sont capables uniquement d'attaquer quelqu'un auquel ils prêtent des idées qui ne sont pas les siennes. Je veux dire que je ne sache pas que Marine Le Pen ait une seule condamnation pour antisémitisme. Quand on nous dit qu'il y a une extrême droite antisémite extrêmement dangereuse pour la République, je dis mais faites-nous voir le casier judiciaire de Marine Le Pen. Vous pensez bien que depuis 10 ans, si elle avait prononcé avec tout ce qu'elle a dit, Oui. écrit ou raconté tous les entretiens qui ont été donnés par elle, s'il y avait eu un seul propos antisémite et une seule condamnation pour antisémitisme, on aurait le droit de dire qu'elle est antisémite. Pour l'heure, je ne sache pas qu'elle est péchée par ce côté-là. Ensuite, on nous dit qu'elle est raciste. Mais le racisme, c'est la hiérarchie ascendante des races, en estimant que certaines sont supérieures à d'autres. La préférence nationale qui consiste à dire que s'il y a un peu plus de 60 millions de Français, il n'y a pas 6 milliards de Français potentiels, et que n'importe qui ne peut pas rentrer en France en disant j'ai les mêmes droits qu'un Français parce que de toute façon vous êtes le pays universel et des droits de l'homme. Ça n'est pas être raciste que de dire que le budget de la France ne permet pas potentiellement d'accueillir 6 milliards de personnes et qu'il faut une préférence nationale. Si ça s'appelle du racisme, alors évidemment il y a du racisme partout, il y a de l'antisémitisme partout, il y a du nazisme partout, c'est-à-dire il y a du nazisme nulle part. Il y a un moment donné où ces gens-là sont des négationnistes parce que quand on ne voit pas le nazisme ou l'antisémitisme là où ils se trouvent, eh bien quand ils arrivent, on est fort dépourvu. Et pour le coup, quand on a utilisé l'antisémitisme depuis 30 ans pour empêcher le Front National d'avancer, 10 ans, disons plutôt, le Rassemblement National, eh bien on est incapable de le voir là où il est, c'est-à-dire franchement chez Mélenchon. Et comme Mélenchon est en train de mener le bal du fameux nouveau Front populaire, eh bien, ce sont des gens comme François Hollande, ce sont des gens comme ceux qui ont les électeurs de Glucksmann et qui se retrouvent embarqués dans cette aventure antisémite de gauche. Est-ce que vous considérez que finalement cette aventure, cette grande aventure incohérente dans cette grande alliance de gauche va finir par tuer la gauche? Bah, elle a déjà tué une certaine partie de la gauche. Il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler de ça, des vieux militants. Moi, je connais des vieux militants socialistes qui me disent je ne vais pas y aller, quoi. Je ne peux pas voter pour ça. Mmh. Alors, ils vont voter blanc. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire au dernier moment, je ne sais pas. Mais regardez même Pierre Arditi, qui est quand même un soutien du Parti socialiste depuis toujours, qui a fait savoir que cette fois-ci, non, il ne pourra pas. Bon, il ne pourra pas maintenant. Je ne sais pas ce qu'il fera dans le secret de l'isoloir. Toujours est-il qu'il y a des gens qui commencent par être écœurés à l'idée que pour être aujourd'hui socialiste, il faudrait défendre la Palestine et estimer qu'il faudrait rayer Israël de la carte, c'est-à-dire très exactement le programme de ce qu'était Ahmadinejad, qui a été le président de l'Iran un temps. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que vous rencontrez des personnes, des anciens socialistes, etc., qui vous disent qu'ils ne se reconnaissent plus dans la gauche actuelle, mais qu'ils n'osent pas le dire. Pourquoi?
Bah, parce qu'il y a une espèce de mort sociale dès que vous avez dit ça. Si vous avez dit que vous n'étiez pas de cette gauche-là, on vous dit que vous êtes de droite. Si vous êtes de droite, vous êtes d'extrême droite. Et si vous êtes d'extrême droite, vous défendez Vichy, Pétain, etc. Et donc, il y a une espèce de mort sociale. Il y a plein de gens qui ne veulent pas avoir des ennuis dans leur métier. Moi, quand j'ai entendu quelques acteurs me dire au moment du début de Front Populaire, c'est formidable ce que vous faites, on adore, etc., etc., je dis, bah, venez nous rejoindre. Et puis exister, quoi, à nos côtés. Ils nous ont dit, ah non, on peut pas. Je leur ai dit, bah, faites-le de manière anonyme. Moi, je peux vous garantir un anonymat. Si vous êtes 5 ou 6 acteurs et ils m'ont dit, ouais, c'est une bonne idée, puis ils sont revenus vers moi en me disant, non, finalement, on peut pas. Donc, ce sont des gens qui disent, mais si on dit effectivement qu'on ne défend pas cette gauche-là, eh bien, immédiatement, on perd son crédit, enfin ses crédits plutôt que son crédit, Mm. on perd ses crédits parce que d'un seul coup, on ne peut plus monter ses films, on ne peut plus monter ses pièces de théâtre, on n'est plus invité, on est déprogrammé dans les festivals, et donc il y a des gens qui disent, mais moi je suis pas prêt à payer ça d'une espèce de mort sociale, donc ce sont des gens qui se taisent. Et Oui. puis maintenant, quand vous avez un peu d'intimité avec les gens, ils vous le disent, qu'ils jouent un double jeu, ils vous disent, bah oui, je pense ça, mais je ne peux pas le dire publiquement parce que je n'ai pas envie de perdre mon boulot, de perdre ma place ou d'être mis au placard. Oui, mais ça va continuer encore combien de temps, en fait, cette grande trahison, des partis? On avait fait une émission sur les partis en général, il y a pas que la gauche malheureusement, mais la grande trahison des partis par rapport à leur propre peuple, par rapport à leurs propres adhérents, par rapport à la propre volonté du peuple. On a l'impression que c'est une séparation qui continue avec, vous l'avez dit, presque une double pensée maintenant, un double langage. Bah, De Gaulle parlait des politiciens, vous savez, et donc Simone Veil avait écrit aussi, la philosophe pour le coup, Oui, avait écrit un très beau texte sur la fin des partis. On sait très bien que les partis, c'est comme les syndicats, ils défendent leur boutique, ils défendent pas les gens, c'est pas ça qui les intéresse. Ce sont les élections, ce sont les postes. Là, la gauche est en train de devenir franchement antisémite pour sauver des postes. Il s'agit d'être député, il s'agira un peu plus tard d'être sénateur, et il s'agit éventuellement d'être réélu dans son conseil municipal en se disant, mais aux prochaines municipales, s'il me manque l'appui des communistes, s'il me manque l'appui des écologistes, s'il me manque l'appui des gens qui votent Glucksmann, je ne serai pas élu. Donc évidemment, j'ai besoin de faire un signe à ces gens-là, et tant pis pour la morale, et tant pis pour l'honneur, et tant pis. Il y a des gens qui disent, mais moi je préfère perdre mon honneur plutôt que les élections. Donc c'est ça le problème avec les partis, c'est que on ne pense pas quand on est dans un parti. On vous dit la veille une chose, le surlendemain vous êtes en train de défendre autre chose. Regardez comment aujourd'hui des gens comme Hollande sont en train de manger leur chapeau parce que Mélenchon le leur demande, alors que eh oui. Mélenchon avait dit du précédent qu'il était un capitaine de pédalo. Enfin, et tous ces gens-là font des photos ensemble en nous disant, regardez notre beau mariage d'amour. Oui, oui, ça c'est vrai que c'est quand même particulièrement étonnant. On se demande ce que va être véritablement l'avenir de la gauche. Il y a une autre notion que vous abordez dans votre livre et j'aimerais qu'on y revienne parce que c'est vrai que c'est très trompeur également. Une autre illusion, on va dire, c'est le progrès. Là, vous faites une comparaison avec le progrès de la maladie, mais c'est pareil, la gauche, c'est bercé d'illusions progressistes. Mais la gauche fonctionne avec des concepts et avec des idées. Vous savez, il y a cette phrase de Rousseau qui dit, commençons par écarter les faits. C'est formidable, quoi. Un philosophe qui dit, commençons par écarter les faits. Et puis allons-y avec des Ouais. hypothèses. Donc effectivement, il y a un moment donné où si vous dites on regarde pas le réel, on regarde pas la réalité, alors à ce moment-là, on va célébrer des idoles. Et il en va de même avec, par exemple, le progrès ou l'égalité. Le progrès, ce serait systématiquement bon parce que c'est le progrès. Non, le progrès, c'est une évolution dont on estime qu'elle est connotée positivement, mais hélas, pour tous ceux qui ont des cancers, on sait parfois qu'il y a des progrès du cancer et que vous pouvez progresser dans la maladie, et que vous progressez vers la mort, que vous avancez vers la mort. Et donc le progrès n'est pas forcément formidable. Il y a parfois même un retour à la tradition ou un respect de la tradition qui est supérieur au progrès. On préfère garder l'état de santé qu'on avait précédemment plutôt que de voir son cancer progresser. Et donc c'est la même chose avec l'égalité. L'égalité, ce serait systématiquement bien. Et la gauche confond l'égalité et l'égalitarisme, qui est devenu une espèce de religion de l'égalité. L'égalité de la Révolution française, elle est devant la loi. Je rappelle que quand la Révolution française proclame l'égalité, c'est que nous naissons libres et égaux en droit. C'est Hmm. pas de dire un grand égale un petit, un homme égale une femme. Oui.
Oui. Un intellectuel égale un manuel, un sportif égale un non-sportif, ou je ne sais quoi. Il y a des différences et c'est formidable. Et ces différences ne créent pas des inégalités. Un homme n'est pas supérieur à une femme, et une femme n'est pas non plus supérieure à un homme. Il y a une différence, et cette différence, elle peut se faire dans une égalité devant le droit, devant la loi. Mais l'idée de dire il faut qu'un homme puisse être une femme s'il le décide, et qu'une femme puisse être un homme s'il le décide, ça devient un peu n'importe quoi. Donc c'est cette espèce de culte des idées pures, l'idée du progrès, l'idée de la liberté, l'idée de l'égalité, l'idée de la fraternité, encore que la fraternité, elle soit assez limitée, et la liberté, elle soit assez limitée à gauche. On préfère l'égalité. Mais c'est intéressant en tout cas ce que vous expliquez avant d'aller sur finalement votre positionnement par rapport au progrès. Vous dites finalement je suis plus conservateur à la manière d'un Orwell ou d'un Albert Camus. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus 5 minutes. Mais avant de dire finalement la gauche, peut-être son erreur, c'est d'être trop, de trop manipuler les concepts, d'oublier la réalité. Si vous pensez que ça fait partie vraiment du mal originel, on va dire. Le problème, il est jacobin. Je pense que c'est la décision parisienne, c'est Emmanuel Macron qui décide que ce sera comme ça pour la totalité de la France. Alors évidemment, depuis l'Europe maastrichtienne, on sait très bien que Paris prend d'abord ses ordres à Bruxelles Oui, avant c'est de encore plus dire que ce sera déconnecté. comme ça. Oui. Oui, avant de dire que ce sera comme ça partout en France. Or, la France, je rappelle, c'est aussi la Guyane, c'est aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est aussi Guadeloupe, Martinique, etc. Et on ne peut pas demander exactement la même chose à tout le monde. C'est-à-dire, on ne gouverne pas Saint-Germain-des-Prés comme on gouverne un village d'Amazonie. Donc, il y a un moment donné où il faut une option girondine. On doit pouvoir permettre à la Corse ou à la Nouvelle-Calédonie d'avoir des spécificités dans la République. Dans Mm. une République qui, pour le coup, serait girondine. On ne peut pas exiger la même chose de quelqu'un qui habite le continent et de quelqu'un qui habite à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. Mais pour ça, il faut une vraie révolution girondine qui nous permettrait de dire que les provinces existent et que le peuple existe et qu'il pourrait y avoir des parlements provinciaux, qu'on pourrait redonner le désir de voter aux gens. D'ailleurs, là, quand les gens voient qu'il y a un vrai problème de société et d'un choix de civilisation qui peut être fait en disant vous allez pouvoir choisir le drapeau européen avec Emmanuel Macron, le drapeau palestinien avec Mélenchon et le drapeau français avec Bardella. On leur dit là, vous avez 3 choix de civilisation. D'un seul coup, on voit que les gens demandent des procurations, que des gens ont l'intention d'aller voter et qu'il va y avoir, je crois, un raz-de-marée de l'électorat qui dit enfin, si nous pouvons à nouveau être écoutés et entendus et si notre vote peut peser, alors retrouvons le goût de la politique. Et moi, je pense qu'une organisation de la société sur le mode girondin et pas jacobin permettrait aux gens de retrouver le goût de la politique au sens noble du terme, pas les politiciens, pour le Ouais, coup, ouais. pas des gens qui nous représentent, mais un communalisme libertaire, donner des pouvoirs à des départements ou à des régions qui ne soient pas C'est ça. les faux pouvoirs qu'on leur donne. C'est-à-dire aujourd'hui, on donne du pouvoir à la région sur les lycées, au département sur les collèges, sur le remplissage des chemins, sur la distribution des aides, par exemple, pour les départements. Et encore, C'est pas ils de la ont de moins en moins d'aide. régionalisation. Oui. Mais alors justement, pour finir, Michel Onfray, à ce sujet, vous parlez de ce retour au régionalisme et j'imagine donc à un État beaucoup plus limité. Mais comment on fait pour mettre ça en place aujourd'hui quand on voit que la gauche a oublié évidemment cette voie-là, que la droite de Bardella n'a pas l'air de privilégier particulièrement le régionalisme et que évidemment ça ne viendra pas du bloc d'Emmanuel Macron non plus. Est-ce que vous voyez une porte de sortie pour retourner à ce souffle local, on va dire? Mais vous avez raison, ils sont tous jacobins. C'est ça qui est problématique, c'est que quand vous faites une élection présidentielle, de Poutou jusqu'à je sais pas qui, Asselineau même, en passant par les gens qui défendent Maastricht, vous avez un jacobinisme qui est forcené. Alors c'est difficile évidemment d'arriver au pouvoir en disant j'ai un programme anti-jacobin, franchement girondin, qui consiste à dire que je vais vous redonner du pouvoir. Moi je pense que la gauche ne travaille pas, la droite non plus d'ailleurs. Les politiciens ne travaillent pas. Donc ils ont des bagnoles avec des gyrophares, ils ont des frais des frais de bouche qui sont considérables, on les retrouve dans les bons restaurants en buvant des grands vins, des grands crus classés, et on se dit mais travaillez donc. Vous devriez avoir des propositions. Des propositions, par exemple, les Républicains auraient très bien pu travailler pour faire de telle sorte que la proposition du général de Gaulle de la régionalisation soit portée par eux. Oui, On aurait très bien imaginé en se disant, mais ça le c'est dernier s'ils étaient général de vraiment Gaulle défend... gaullistes, c'est un problème quand même. Pardon. S'ils étaient vraiment gaullistes, on a compris que les républicains Oui, avaient un bien petit sûr. peu oublié leurs Bien sûr. fondamentaux.
Mais ils auraient pu chercher des idées et ils auraient trouvé, plutôt que de dire nous sommes gaullistes, de dire attendez, par Mmh. exemple, la participation ou la régionalisation, eh bien, tâchez d'en faire des objectifs politiques. Et je pense que même la gauche aurait très bien pu, en 83, plutôt que de dire allons voir sur les campus américains des idéologies qui seraient à prendre clé en main, de dire mais comment est-ce qu'on peut penser un nouveau socialisme à partir du socialisme français, qui n'est pas un marxisme, qui n'est pas le marxiste, qui n'est pas autoritaire, qui n'est pas tyrannique, qui n'est pas ennemi des entrepreneurs, qui n'est pas ennemi de la propriété, qui n'est pas ennemi de la liberté. C'était susceptible d'être fabriqué si justement ces gens avaient véritablement travaillé. Je ne sais pas si une jeune génération est susceptible de travailler et de refaire ce genre de propositions. Je n'y crois guère, à tout vous avouer. Il y a trop de plaisir et de jubilation à diriger un parti comme un satrape. Ouais. Bon, bah, c'est pas très optimiste tout ça. En tout cas, on a compris, Michel Onfray, votre gauche qui est peut-être de moins en moins présente. Merci encore. Je rappelle le titre de votre livre, La foudre gouverne le monde, aux éditions Albin Michel. Et puis, vous parliez d'antisémitisme. C'est un vaste sujet qu'on va aborder de nouveau demain. Y a-t-il un antisémitisme de droite, de gauche? Toutes ces questions qu'on abordera encore à corps. Et je vous donne rendez-vous à vous tous à partir de 7h30. Merci beaucoup, Michel Onfray. Merci beaucoup à vous tous, chers auditeurs. N'oubliez pas que vous pouvez pousser toujours nos interviews, nos émissions avec vos pouces. Vous pouvez nous soutenir, vous pouvez faire des dons aussi. On a besoin, comme vous le savez, de tenir sur la régularité, de pouvoir nous engager sur une nouvelle année. Et pour tout ça, évidemment, on cherche aussi des personnes pour nous soutenir par abonnement. Vous savez, 5 € par mois, par exemple, ça nous aide vraiment. Je vous dis à demain, 7h30.